Alerte rouge sur l'aide sociale à l'enfance en Guyane et sur les maltraitances, nombreuses maltraitances des jeunes des communes de l'intérieur dans des familles d'accueil du littoral. C'est ce que révélait il y a 2 semaines un article publié dans Mediapart. Une machine à maltraiter les enfants amérindiens et noirs marrons. Depuis, hasard ou non de calendrier, mais le sujet arrive sur le devant de la scène. Rencontre entre la sénatrice Marie-Laure Phinera-Hort et la secrétaire d'État chargée de la famille pour évoquer justement la situation de ces jeunes. Annonce également du rectorat d'un dispositif pour préserver le plus longtemps possible les élèves des communes de l'intérieur dans leur foyer pour leur éviter d'être envoyés trop jeunes sur le littoral. Sans parler de ce collectif créé la semaine dernière pour ne pas oublier les victimes des Homindiens, ces pensionnats qui, sous couvert de scolarisation, ont surtout été conçus pour évangéliser. Pour en parler, donc, Émile Boutelier est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Émile Boutelier. Vous êtes journaliste, c'est vous qui avez donc écrit cet article dans Mediapart qui fait beaucoup de bruit depuis ces dernières semaines. Long article sur les conditions d'accueil des jeunes des communes de l'intérieur dans leur famille d'accueil, avec, je vous cite, un système qui prolonge les violences éducatives perpétrées durant la colonisation. On va revenir évidemment sur ce que vous avez découvert et sur ce que vous avez écrit, ou en tout cas sur ce que vous avez mis en avant, mais d'abord, pour qu'on retrace un petit peu votre travail, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous saisir de ce sujet ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un témoignage en particulier qui vous a motivé à vouloir fouiller le sujet et la question ? Oui, il y a eu un événement déclencheur en effet. C'est mon voyage à Trois-Sceaux pour un article que j'ai réalisé pour Libération à l'époque. C'était en mars 2021. Et j'y étais pour... c'était un article sur la pirogue administrative, donc une pirogue affrétée par la préfecture avec des travailleurs sociaux. Et lorsque j'étais dans le village pour faire mes interviews, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de jeunes qui me paraissaient en âge d'être scolarisés, au moins étudiants, au moins lycéens, voire même des collégiens. Et lorsque je les ai interrogés sur ces questions de manière très informelle, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux avaient quitté le littoral et donc s'étaient déscolarisés à la suite d'un problème lié à leur famille hébergeante, ceux qu'ils appelaient leurs gardiennes, parce que c'est souvent des femmes, leurs gardiens ou gardiennes. Et c'est à cette occasion-là que je me suis dit qu'il y avait peut-être un dysfonctionnement dans ce système de famille hébergeante qu'alors je ne connaissais pas. Ça veut dire qu'une des conséquences, au-delà évidemment des souffrances psychologiques voire physiques des conditions d'accueil en famille d'accueil sur le littoral, c'est tout simplement la déscolarisation. Bien sûr, ouais. C'est un problème majeur. Je cite dans mon article un rapport de l'UNICEF, me semble-t-il, de 2021, avril 2021, qui montre bien à quel point le décrochage scolaire dans les communes de l'intérieur est lié au passage du collège au lycée. Puisque à l'âge du collège, entre 11 ans et 14 ans, on a près de 85% des jeunes qui sont scolarisés. Alors certes, il y a 15% qui sont déjà déscolarisés, mais c'est quand même un chiffre relativement important. Et lorsqu'on passe à la tranche d'âge 18-24 ans, là, on n'a plus que 5% de jeunes qui sont scolarisés. Et donc, c'est vraiment le passage au lycée qui les déscolarise. Elle a été difficile, cette enquête, Émile Boutelier. Le sujet, il est quand même particulièrement sensible, déjà parce que ça concerne des mineurs, et on sait bien que ça peut parfois être difficile d'aborder ces questions-là. Il vous a fallu beaucoup de temps pour approcher ces jeunes qui sont passés dans des familles d'accueil. Alors en effet, il m'a fallu beaucoup de temps puisqu'il m'a fallu quasiment 1 an et demi. 1 an d'enquête, ouais. Ouais, 1 an d'enquête puisque j'ai commencé donc cette enquête en mars 2021 en revenant de Trois-Sceaux. Et en fait, ça m'a pris beaucoup de temps, notamment parce que les jeunes, évidemment, ne parlent pas, ne disent pas ce qui leur est arrivé, en parlent de manière de plus en plus fréquente à certaines associations, ouais, comme Akanaituna, l'effet Morpho. Mais il faut aller les chercher parce qu'évidemment, ces associations ne me donnaient pas les contacts des jeunes, ce qui est tout à fait normal par respect pour leur vie privée. Et donc moi, en fait, j'ai tiré un fil en interrogeant de jeune en jeune leurs conditions de vie dans les familles hébergeantes. Et puis voilà, il y en avait un qui me disait voilà, moi j'étais dans cette famille hébergeante avec 3 autres. Et je leur demandais leur numéro, je les contactais, j'attendais qu'ils me répondent, j'allais les voir. Et donc en effet, ça a pris énormément de temps. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet et d'être les plus concrets possibles. On parle de maltraitance depuis tout à l'heure, mais le terme est un petit peu trop large. Comment, d'après ce qu'on vous a rapporté, comment est-ce qu'elles se traduisent, ces maltraitances, dans la vie quotidienne au sein des familles hébergeantes ? Alors je dirais que c'est vraiment un spectre de maltraitance.
qui peut être très 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 varié. Moi, j'ai été étonné par le nombre de maltraitances, par la variété de ces maltraitances. Les plus fréquentes, je dirais quand même que c'est de l'ordre de la privation alimentaire. Des jeunes qui ne mangent pas à leur faim, ça c'est sûr, il y en a beaucoup. En tout cas, parmi ceux que j'ai rencontrés, évidemment, je parle pas de toutes les familles hébergeantes, loin de là. Mais parmi les jeunes que j'ai rencontrés, il y a donc le problème alimentaire, la question des transports qui revient aussi très 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 souvent, des jeunes que leur famille hébergeante refuse de transporter jusqu'au collège ou au lycée, et qui font parfois 1 heure, 2 heures, parfois même 3 heures quotidiennes de marche, parce qu'il vente ou qu'il fasse soleil, bref. Et donc c'est des premières maltraitances. Il y a aussi le fait de faire le ménage. Ça, c'est aussi très fréquent, faire le ménage pour toute la famille. Le week-end, on se lève à 6h du matin pour nettoyer toute la maison, alors que c'est bien sûr pas du tout prévu dans les textes de cadrage réglementaire. Et tout ça nous amène aussi à des cas de maltraitance, entre guillemets, plus sévères, des insultes notamment à caractère raciste. Des séquestrations parfois, des formes d'attouchement, même si j'ai pas identifié d'attouchement sexuel, mais des formes d'attouchement ou des formes d'agression, le fait d'être exclu également aussi, parce que en fait l'institution elle-même fait peser une violence très forte sur les jeunes, puisqu'ils sont ils sont en permanence sous le coup d'une potentielle éviction du système des familles hébergeantes. Et c'est d'ailleurs aussi une des choses qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps à faire cet article, c'est que les jeunes avaient peur de parler, de peur de se faire exclure. Pour revenir sur ce que vous avez commencé à dire, élément très concret qui dit quand même beaucoup de choses, je vous cite, la quasi-totalité des jeunes interrogés ne mangent pas en même temps que les familles qui, lorsqu'elles ont des enfants du même âge, leur réservent un autre régime alimentaire. Le problème, il vient donc d'où, c'est un manque de considération de la part des familles qui accueillent ces jeunes-là et qui finalement ne les voient que comme une source d'argent, parce qu'ils gagnent de l'argent, ces familles gagnent de l'argent avec les jeunes qu'elles accueillent. Oui, en effet, ces familles gagnent autour de 500 € par mois, par jeune, sachant que parfois elles ont plusieurs... moi j'ai vu jusqu'à 10 jeunes, mais souvent elles en ont 2, 3, 4. 10 jeunes au sein de la même famille. Au sein de la même famille, ouais. Mais bon, ça c'est un cas qu'on peut imaginer exceptionnel, que j'espère exceptionnel. Sinon en effet c'est pardon, excusez-moi, j'ai oublié votre question. Est-ce que finalement on en arrivait à ces situations-là parce que ces jeunes se retrouvent dans des situations de faiblesse, finalement elles ne connaissent personne en arrivant sur le littoral et qu'elles rencontrent des familles qui sont mal intentionnées et qui ne voient en elles qu'une source de rémunération? Oui, alors moi je me prononcerai pas pour dire que les familles sont mal intentionnées, ça moi je peux pas le savoir. Juste ce que je constate, c'est le fait qu'en effet il y a une forme de mépris pour les vies, les trajectoires de ces jeunes enfants, de ces jeunes adultes, et qu'en effet il y a beaucoup de familles qui les sous-considèrent, qui leur dit de toute façon toi t'es là, viens faire le ménage, non mais tu vas pas utiliser l'électricité parce qu'on en a besoin, parce que ça coûte trop cher. Donc en effet il y a une forme de mépris qui semble être structurel, puisqu'il se retranscrit même dans les textes de cadrage, comme je vous le disais, le règlement intérieur, dans lequel les jeunes Amérindiens n'ont pas le droit de pratiquer leur langue maternelle, ce qui est en plus évidemment d'être illégal au regard des conventions internationales du droit de l'enfance, et exerce une violence très forte pour ces jeunes qui parfois n'ont leur langue autochtone que pour seule langue. Interdiction d'utiliser leur langue maternelle quand leur famille d'accueil ne la parle pas. Ça c'est le règlement de la collectivité, c'est bien ça qui met en place cette interdiction-là, ou pas forcément? Oui, alors c'est le règlement, c'est le règlement intérieur, me semble-t-il, que je peux vous lire tout de suite, et qui affirme donc dans un article, l'article 2.2, qui dit « Dans un souci de considération et de respect mutuel, il convient de ne pas recourir à l'usage de la langue maternelle. » Et alors là, c'est très étrange, parce qu'on dit d'un côté, soit pour se moquer de la famille hébergeante, ou lorsque celle-ci n'en a pas la maîtrise ou l'usage. Or, évidemment, pourquoi ces jeunes sont là? C'est parce qu'ils sont
autochtones, et donc leur langue évidemment n'est pas maîtrisée par leur famille hébergeante, donc ça revient à les interdire de parler leur langue. Du coup, ça veut dire des violences physiques, des privations matérielles et très concrètes, mais aussi des violences psychologiques et symboliques qui sont importantes. Est-ce qu'il y a encore de la souffrance, j'ai envie de dire, chez les jeunes que vous avez interrogés quand ils se souviennent de leurs années, les années qu'ils ont passées sur le littoral dans leur famille d'accueil? Alors ça, c'est très étonnant parce que l'essentiel des jeunes que j'ai interrogés, au début, n'avaient pas conscience des violences qu'ils avaient subies ou qu'ils subissaient. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils me demandaient ah bon, tu fais un article sur les familles hébergeantes, ok, comme je leur demandais un intermédiaire, enfin je les contactais par un intermédiaire, ils me disaient ok, bah je vais te répondre, mais moi il m'arrivait pas grand-chose. Et puis là ils me racontaient des choses complètement hallucinantes. Et donc moi au cours des entretiens, souvent il y avait un moment où moi je leur disais ok, mais ça te gêne pas ce que tu as vécu, etc. Et souvent ils avaient beaucoup de distance vis-à-vis de ça. Pour eux c'était normal. Pour eux c'était normal d'être maltraités sur le littoral, c'était la vie. Et donc soit on était assez fort pour le subir, et dans ce cas-là on pouvait continuer ses études, ou soit si on n'était pas assez fort pour le subir, ce qui est le cas de la majorité, et ben on retournait au village, et voilà, on n'était pas fait pour le littoral. Et en interrogeant des anciens membres, des anciens hébergés qui avaient fait, qui étaient hébergés depuis plus longtemps, qui avaient été hébergés bien plus longtemps, oui, auparavant, pardon. Et ben en fait là je me rendais compte que la violence au contraire elle se ressentait. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de passages par des parcours d'addiction. L'alcool à mon avis est parfois lié en tout cas à ces situations où ils se sont sentis très très seuls et où en fait ils sont rentrés notamment parce que en fait le régime des familles hébergeantes les exclut dès lors qu'ils consomment de l'alcool, donc évidemment ça les enferme dans leur addiction, et donc en effet la souffrance était encore très très forte. Et ça veut dire ensuite qu'ils en viennent à plus généralement associer le littoral à une certaine forme de maltraitance à cause de leur passage dans les familles d'accueil quelque part. Oui, il y a d'ailleurs des réactions un peu viriles qu'on retrouve chez les garçons, et qui eux voient le littoral comme une zone de guerre un peu. Et donc c'est assez dramatique parce que du coup ils sont le cul entre deux chaises, si je puis dire, entre la vie du village qui ne leur appartient plus puisque les savoirs n'ont pas forcément été transmis par les anciens, et la vie du littoral où on leur disait tu vas pouvoir faire des études, tu vas pouvoir être libre, tu vas pouvoir avoir un métier, et où finalement ils se font exclure parce que ça se passe pas bien avec leur famille hébergeante, et donc en fait ils se retrouvent au village un peu perdus sur le plan de l'identité. Alors Émile Boutelier, récemment il y a le syndicat Force Ouvrière qui a demandé une enquête de l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur la protection de l'enfance en Guyane. D'après leurs chiffres, sur 160 assistantes familiales, 36 ne peuvent plus accueillir d'enfants car suspendus l'an dernier à titre conservatoire. On est à combien de jeunes d'ailleurs, Émile Boutelier, de jeunes Guyanais des communes de l'intérieur qui sont en famille d'accueil sur le littoral? Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes ça touche, cette situation-là? Oui, alors il y a 210 familles. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça concerne également les Noirs-Marrons, notamment du Marronnier. Oui, tout à fait. Parce qu'on a beaucoup parlé des autochtones, mais ils sont là aussi, les Noirs-Marrons, et j'en ai rencontré. Et ils subissent les mêmes... C'est exactement la même chose. Ouais, c'est la même chose. Franchement, c'est la même chose. Donc 210 familles, et on estime autour de 380, me semble-t-il, le nombre de jeunes concernés. Mais ça, c'est à vérifier, ça varie entre les années, et puis en plus, il y en a qui se font renvoyer, donc ça change. Mais c'est autour de 400, me semble-t-il. Je vous pose cette question-là sur le nombre de familles d'accueil parce que vous parlez du cas d'une dame qui accueille ou qui accueillait, je ne sais pas, 6 jeunes chez elle. On a dit tout à l'heure qu'il y avait aussi une famille qui était avec 10 enfants dans des petites extensions de leur maison. Est-ce qu'on en arrive là à ce genre de situation parce qu'on manque de structures, on manque de familles d'accueil, et finalement on en vient à donner des jeunes à des familles qui ne sont peut-être pas en capacité matérielle de pouvoir les accueillir? Oui, ça me paraît évident, déjà parce qu'on manque de structures scolaires, d'établissements, tout simplement, parce que il faut rappeler que c'est une obligation de la région de fournir des lycées à proximité des lieux de vie des jeunes, et si les jeunes sont concernés par les familles hébergeantes, c'est déjà parce qu'il y a un manque d'établissements scolaires, et d'autre part, en effet, je pense qu'il y a un manque de familles hébergeantes. En tout cas, il y en a visiblement pas assez, puisque le texte de cadrage, me semble-t-il, limite à 2 maximum,
c'est peut-être 4, j'ai un petit doute. Le nombre d'enfants logés, en tout cas pas 10. Ouais. Et qu'on voit souvent des familles où ils sont très nombreux. Et là, CTG dans tout ça, il y a un parent d'élève que vous avez interrogé et qui dénonce l'incompétence des services de la collectivité qui, je le cite, met nos enfants en danger. Vous avez essayé, je suppose, d'entrer en contact avec eux, avec les équipes de la CTG pour avoir leur retour, pas de retour justement sur ce que vous mettiez en avant ? Oui, alors ça a été une partie assez compliquée qui m'a d'ailleurs ralenti aussi dans mon article, c'est que j'ai contacté la CTG, je suis passé d'abord, je pensais naïvement que en appelant la CRIP, en appelant l'ODPE, l'Observatoire de la protection de la protection de l'enfance, qu'en appelant ces institutions qui ont pour charge de protéger les enfants et de surveiller, je pensais naïvement que j'allais avoir des chiffres, qu'on allait me répondre, qu'on allait me dire bah oui, on est au courant qu'il y a telle procédure contre telle famille, etc. Et en passant mes coups de fil, je me suis aperçu que je rencontrais un mur. Tout le monde me disait... Déjà, ce qui était fou, c'est que tout le monde me disait « je ne gère pas ça », alors que moi, je savais très bien qui j'appelais, je savais très bien ce qu'ils étaient censés gérer, et ils me disaient qu'ils ne le géraient pas. Et du coup, à force d'entendre qu'il fallait que je m'adresse directement à la service de communication, je l'ai contacté, le service de communication de la CTG, je lui ai envoyé de multiples messages, de multiples appels, et je n'ai jamais eu de réponse. Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, la collectivité, mais c'est pas que le cas de la CTG, c'est le cas dans tout le territoire français, les collectivités locales ont la charge de s'occuper de l'aide sociale à l'enfance. Elles sont directement concernées par ça, donc on aurait pu en effet s'attendre à ce qu'elles vous répondent. Il y a pas de contrôle également de la CTG sur les conditions d'accueil, finalement, dans ces familles d'accueil-là ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un système qui a été créé ad hoc, c'est-à-dire de manière temporaire, en 2005, pour pallier à la fermeture d'un internat dont j'ai oublié le nom. Et donc c'est un dispositif qui est complètement hors cadre sur le plan légal. Il n'est même pas rattaché, d'après ce que j'entendais encore récemment, il n'est même pas rattaché au service de protection de l'enfance de la CTG. Et donc c'est ce qui explique aussi le fait que plein de gens qui sont censés travailler dans la protection de l'enfance me disent bah non, c'est pas mon champ d'application, c'est pas mon terrain de travail, alors même que ça paraît quand même les concerner. Dernière question, Émile Boutelier, en quoi du coup ce système-là il prolonge, et c'est ce que vous écrivez, une certaine vision coloniale dans l'éducation et l'accompagnement des populations locales ? Alors, c'est une question assez complexe. Je pense que je vais pas forcément avoir le temps de. Oui, je me doute bien qu'en 2 minutes, c'est pas possible. En 2 minutes. Ouais. Mais pour donner quelques éléments, en fait, le système des Hauts Indiens, il visait à évangéliser et à éduquer dans ce que la France appelait une mission civilisatrice. Donc je le précise, voilà, des pensionnats catholiques qui étaient un peu partout en Guyane pour accueillir des jeunes qui venaient des communes de l'intérieur. Voilà. Exactement. Et on voit en fait quand on lit par exemple le très bon ouvrage de Hélène Ferrarini sur la question des Hauts Indiens qui vient de sortir, on se rend compte que ça repose sur 2 choses essentielles qui sont le fait de couper le jeune de sa famille, de ses parents. Donc de couper la transmission des savoirs traditionnels, d'une part, et d'autre part d'effacer toute appartenance culturelle de cet enfant à sa culture d'origine. Et on retrouve exactement ces 2 phénomènes dans le texte de cadrage des familles hébergeantes, puisque comme je le disais, d'une part, ils n'ont pas le droit de pratiquer leur langue, et d'autre part, ils sont coupés de leurs parents. Il y a d'ailleurs il y a un passage assez hallucinant qui dit, en dehors évidemment de tout cadre légal dans le règlement intérieur, que, je cite, « En aucun cas les parents sont autorisés à sortir leurs enfants du foyer des familles hébergeantes de leur plein gré. Ne pas respecter cette procédure équivaut à une exclusion d'office de l'élève. » Donc vous imaginez bien, les parents n'ont pas le droit, selon les textes de cadrage, évidemment c'est totalement illégal, d'aller chercher leurs enfants si leur enfant est en danger. Et donc en ça, je pense que ça continue des logiques coloniales. Hélène Ferrarini, qu'on avait d'ailleurs reçue à ce même micro pour parler de son ouvrage, son interview, je le précise aux auditeurs, est à retrouver sur la page YouTube de Radio Pays. Merci beaucoup Émile Boutelier d'avoir été notre invité ce matin, je le rappelle donc, pour parler de cet article publié il y a 2 semaines maintenant dans Mediapart, une machine à maltraiter les enfants amérindiens et noirs marrons. Article évidemment accessible en ligne sur le site de Mediapart. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Radio Pays.